Georges Pompidou. Monsieur Georges Pompidou, vous voici face à la bataille décisive de l'élection présidentielle. Vous allez affronter ce second tour avec l'appui de 10 millions de Français et de Françaises qui vous ont fait confiance au premier tour. En les remerciant dimanche soir, ces électeurs et ces électrices, vous avez dit que près d'un Français sur deux vous avez apporté sa voix. Mais maintenant, il vous reste le plus difficile à faire. Il va vous falloir convaincre plus d'un Français sur deux. Alors, qu'allez-vous leur dire à ces Français-là pendant cette bataille du second tour de la présidentielle? Eh bien, écoutez, madame, au premier tour, vous savez, les candidats sont nombreux et automatiquement les voix se dispersent, chacun suivant un petit peu ses affinités politiques ou même son goût pour telle ou telle personnalité. Au second tour, c'est un choix entre deux candidats, et cette fois-ci, il me semble que le choix est particulièrement clair, puisque je pars avec une avance de voix considérable, et que d'ailleurs les Français, dans leur ensemble, me paraissent avoir marqué leur volonté d'aller vers l'avenir et non pas de retourner vers le passé. Alors le problème pour moi, c'est de les convaincre que le chef de l'État doit avoir une majorité massive afin de bénéficier d'une autorité suffisante. Autorité à l'extérieur pour représenter la France et les intérêts des Français, autorité à l'intérieur pour faire face aux difficultés de tous ordres qui sont le lot de tous les gouvernements. Vous avez parlé d'une autorité massive, mais vous savez qu'un des faits caractéristiques et assez exceptionnel... Une majorité massive. Oui, d'une majorité massive. Mais vous savez bien qu'un des faits exceptionnels de ce second tour, c'est l'abstention que le Parti communiste recommande aux électeurs qui ont voté pour M. Jacques Duclos, aux 21% d'électeurs qui ont voté pour M. Jacques Duclos. Est-ce que vous ne craignez pas que ces abstentionnistes politiques, s'ajoutant aux abstentionnistes traditionnels, ne diminuent votre autorité si vous étiez élu? Eh bien, je crois justement que c'est le devoir d'abord de tous les électeurs qui ne sont pas communistes d'éviter à tout prix de s'abstenir. Car s'abstenir, pour eux, cette fois-ci, ça sera mêler leur voix à ceux du Parti communiste et surtout, je dirais, permettre au Parti communiste de se les attribuer, alors qu'elles ne le seraient point du tout. Je crois d'ailleurs aussi que beaucoup d'électeurs qui ont pu voter pour M. Jacques Duclos, parce que son programme les séduisait, beaucoup de ces électeurs se rendront compte de la nécessité qui s'impose à un citoyen, quel qu'il soit, de faire son devoir et de choisir, et je ne vois vraiment pas pourquoi, dans ce choix, beaucoup de ces milieux ouvriers ou petits paysans ou autres ne choisiraient pas ce que je représente, c'est-à-dire, naturellement, le progrès économique et le progrès social, aussi bien que la dignité de tous les Français. Justement, parmi vos objectifs, vous avez le dialogue. Or, oui. S'il est un secteur qui intéresse tous les Français et toutes les Françaises, c'est bien le dialogue social. Alors, comment envisagez-vous de le nouer, ce dialogue social? Écoutez, il ne s'agit pas de le nouer, il s'agit, me semble-t-il, plutôt de lui permettre de s'exercer partout et de le favoriser. Il y a un dialogue qui existe d'ailleurs entre l'État et telle ou telle catégorie sociale. C'est le cas par exemple de l'État avec tous ses employés, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est aussi le cas de l'État lorsqu'il a à débattre des intérêts des agriculteurs ou des commerçants par rapport à la réglementation d'État, par rapport à la fiscalité, par rapport à l'administration. Mais ce à quoi j'ai pensé surtout, c'est à favoriser le dialogue entre le patronat et les salariés dans tout ce qui est industrie, et en particulier de les inciter à se rencontrer, à discuter véritablement des problèmes et à montrer qu'ils sont les uns et les autres capables d'assumer leurs propres responsabilités et par là même capables finalement de s'entendre, car les intérêts sont communs et la prospérité de l'entreprise bénéficie et doit bénéficier à tout le monde. C'est ce que j'ai cité par exemple quand j'ai parlé d'ouvrir des négociations
sur le passage du salaire horaire au salaire mensuel. Je reviendrai d'ailleurs sur ces questions dans un autre entretien télévisé consacré davantage aux problèmes économiques et sociaux. Justement, de quels autres problèmes allez-vous parler pendant cette campagne? Dans cette campagne, je voudrais m'élever au-dessus des partis, au-dessus des querelles de personnes, et je voudrais essayer de définir les grands thèmes qui sont ceux de la politique de la France, qu'il s'agisse de politique extérieure, qu'il s'agisse de politique intérieure. Et il va de soi que, dans les circonstances actuelles, j'attache une priorité aux problèmes économiques et sociaux. Vous allez faire intervenir, pour vous interroger à la télévision, des hommes politiques qui appartiennent à différentes tendances, qui représentent en réalité la famille qui soutient votre candidature. C'est ce que vous appelez la politique d'ouverture. Cette politique d'ouverture, vous voulez la pratiquer sans reniement ni abaissement. Certains de vos adversaires, vous le savez, disent pourtant que vous reniez votre action politique passée. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cet argument? Oh, écoutez, on est dans une campagne électorale soumise à tant de critiques qu'on finit par être un tout petit peu indifférent. Il n'en est pas moins vrai que cette critique-là me touche parce que je la trouve particulièrement injuste. Il n'est pas question de me renier. Et par conséquent, j'entends bien maintenir l'essentiel de ce qui a été la politique que j'ai pu mener pendant si longtemps aux côtés du général de Gaulle, qu'il s'agisse des institutions et donc de la stabilité gouvernementale qui permet l'efficacité, qu'il s'agisse de la politique étrangère et de bien d'autres domaines. Par contre, et vous avez raison de le dire, madame, par contre, je veux pratiquer une politique d'ouverture associée à l'action gouvernementale. Tous ceux qui acceptent ces principes généraux et qui apportent des idées différentes, des nuances dans les idées, un enrichissement par la variété, de même que je voudrais que dans les rapports entre le gouvernement et le Parlement, il y ait peut-être un peu plus de liberté, un peu plus de confiance. Mais tout cela, c'est plus une affaire de mœurs et d'habitude qu'une affaire de programme proprement dit. Vous aviez dit que pendant que vous étiez au gouvernement, vous aviez appris beaucoup de choses, mais qu'après, pendant la période qui a suivi, quand vous n'étiez plus Premier ministre, là également, vous aviez tiré des enseignements. Puis-je vous demander lesquels? Vous savez, d'abord, pendant 6 ans de gouvernement, on change beaucoup, on apprend beaucoup, et je me suis certainement formé progressivement. Quant à ces 10 mois de réflexion, j'ai en effet souligné l'importance qu'ils avaient pour moi dans mon expérience, parce que, en redevenant un citoyen comme les autres, même si on a un rôle politique en marge, on est beaucoup plus conscient de ce qu'est la vie des gens, de ce que sont leurs difficultés quotidiennes, leurs problèmes personnels et réels. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, à quel point, vu de l'extérieur, l'action de l'État, du gouvernement, de l'administration peut sembler souvent oppressive, incompréhensible aux simples citoyens. Et l'ayant ressenti, eh bien, je voudrais que l'action du gouvernement, telle que je pourrais l'animer, cette action soit différente, soit plus humaine, plus accessible, plus compréhensible. Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment d'un affrontement entre le gaullisme et le communisme, un affrontement qu'il faut éviter en créant ce qu'on appelle aussi une force d'appoint, le centre, en maintenant une force d'appoint. Que pensez-vous de cette analyse politique? Eh bien, madame, j'en pense 2 choses. Ou bien c'est une conception purement parlementaire, on imagine qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite, et puis il y a quelqu'un au milieu qui, en pouvant pencher tantôt à gauche, tantôt à droite, pourra, en fin de compte, diriger le tout. C'est le système des groupes charnières, c'est un système qui nous a conduits à la décadence et à l'incapacité. Voilà. Je suis clair, vous voyez, mais c'est la vérité. Il y a une autre conception aussi, différente, alors, c'est de croire que la politique est un jeu, une espèce de combat de boxe, où il y a 2 groupes qui échangent des coups de poing, et alors on dit il serait utile qu'il y ait au milieu un édredon pour amortir les coups. Mais moi j'ai une autre conception, je crois que la politique ça consiste à essayer de guider le pays vers des objectifs, vers des réalisations, vers un progrès, et que dans ce cas-là, eh bien il y a une majorité qui gouverne, que l'opposition peut y participer d'ailleurs de façon constructive, et qu'en tout cas je n'y vois pas le rôle de l'édredon. Vous savez qu'il y a un slogan qu'on a beaucoup utilisé contre le gaullisme, en particulier contre le général de Gaulle, et que l'on commence à reprendre contre vous-même, c'est le slogan du pouvoir personnel. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du pouvoir personnel?
Le général de Gaulle, madame, vous l'avez connu, était une personnalité d'une telle ampleur que tout ce qui se faisait lui était attribué. Et très souvent, on parlait de ses dictats, de ses ordres, de ses instructions formelles, alors que les choses s'étaient passées dans la réalité de façon tout à fait différente. Néanmoins, je le répète, avec une personnalité de cette importance à la taille de l'État, tout le monde a tendance à parler de pouvoir personnel. Sur ce point, j'offre malgré tout quelques garanties. Je ne pense pas que l'on puisse prétendre que ma personnalité suffira à imposer à tout le monde une politique dont personne ne voudrait. Par contre, permettez-moi de vous dire que si je ne suis pas du tout pour le pouvoir personnel, je ne suis pas non plus du tout pour le pouvoir impersonnel. C'est-à-dire pour un système où on ne sait jamais qui est responsable et où finalement tout contrôle, que ce soit le contrôle parlementaire ou le contrôle populaire, n'a plus aucun sens ni plus aucune portée, parce que chacun répète « ça n'est pas de ma faute, ça n'est pas de ma faute ». Il faut qu'il y ait des responsables à tous les échelons, chacun à sa place, Parlement, gouvernement, chef de l'État, et soyez certains que j'assumerai, si je suis chef de l'État, ou qu'en tout cas je tâcherai d'assumer mes responsabilités pleinement et sans aucunement tendre vers le pouvoir personnel ni vers la dictature. Puisque nous sommes dans les critiques, on a dit aussi qu'un clan gaulliste s'était approprié la République. Que faut-il entendre par là? Voilà qui nous obligerait à une longue discussion sur le passé. Est-ce que le clan gaulliste s'est approprié la République? Est-ce que les autres nous ont quittés, nous ont laissés seuls mener cette République? Est-ce que nous n'avons pas vu tout le temps se refaire le cartel des noms et cet esprit de revanche qui est si fâcheux et dont il faut sortir? Il faut que les Français se réconcilient et s'unissent au lieu d'être coupés en deux blocs dont le bloc opposant espère sans cesse chasser l'autre et prendre sa place. Je voudrais désormais que les institutions soient admises. Je voudrais désormais que chacun accepte dans son fort intérieur de jouer le jeu réel de la Ve République, et dès lors chacun peut participer, que ce soit dans la majorité, que ce soit même dans l'opposition, mais une opposition constructive. Vous venez de nous le rappeler, vous n'êtes pas le général de Gaulle, vous êtes un homme différent. Alors, si vous êtes élu président de la République, quel genre de président serez-vous? Quel sera votre style? Le général de Gaulle s'imposait, comme nous le disions tout à l'heure, beaucoup par un simple coefficient personnel. Le nouveau président aura besoin de s'appuyer sur d'autres réalités. Pour faire de la France un pays respecté et un pays prospère, il faudra qu'il s'appuie sur une réalité économique, c'est-à-dire que la France devienne un grand pays industriel et agricole. Il faudra qu'il s'appuie sur une réalité sociale, c'est-à-dire que les rapports entre les hommes, entre les groupes sociaux soient transformés, améliorés, humanisés, et que chacun se sente véritablement membre d'une même communauté. Il faudra qu'il s'appuie également sur une réalité politique, c'est-à-dire cette large ouverture, le plus grand nombre possible d'hommes au gouvernement, au Parlement et dans le pays, et je pense au scrutin du dimanche 15 juin. Pour le reste, je voudrais surtout être un président le plus près possible des hommes et le plus semblable, si je puis dire, à tous les Français. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, il y avait un usage. Quand un général, un homme d'État avait remporté un grand succès, on lui donnait la cérémonie du triomphe, c'est-à-dire qu'on le mettait sur un char et il montait au Capitole au milieu d'honneurs exceptionnels. Et puis il y avait quelqu'un à côté de lui qui lui disait sans cesse à l'oreille « Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme ». Eh bien, je voudrais, pour ma part, comme président de la République, si je le suis, me rappeler sans cesse que je ne suis qu'un Français parmi les Français, et par là même que je suis donc capable de les comprendre et de comprendre leurs problèmes et leurs soucis. C'est ça, au fond, qui sera ma préoccupation permanente.